La pluie tambourinait contre les vitres de la villa familiale quand Alexandre poussa la lourde porte d'entrée. 6 mois de chômage avaient vidé ses comptes, mais il tenait fermement le paquet cadeau qui lui avait coûté ses dernières économies. Une montre suisse gravée, pour papa, avec tout mon amour. Pathétique, peut-être, mais sincère. L'odeur du gigot d'agneau flottait dans l'air tandis que les rires des invités résonnaient depuis le salon. Alexandre ajusta sa cravate, celle-là même qu'il portait lors de ses entretiens d'embauche ratés. Chaque pas vers la salle à manger pesait une tonne. « Alexandre. Tu es enfin là. » La voix stridente de Véronique perça l'atmosphère. Sa belle-mère s'approcha, ses talons claquant sur le parquet, un sourire carnassier aux lèvres. « Nous t'attendions pour commencer. » 20 personnes étaient attablées autour de la grande table en chêne. Des visages familiers, des collègues d'Henri, quelques voisins. Tous les regards convergèrent vers lui. Alexandre chercha son père du regard et le trouva en bout de table, évitant soigneusement ses yeux. « Va donc t'asseoir, mon chéri, » susurra Véronique en désignant une chaise au milieu de la table. Alexandre s'avança, mais quelque chose clochait. Une pancarte blanche trônait devant son assiette, écrite en lettres noires majuscules, « L'échec de la famille ». Le silence tomba comme une chape de plomb. Les conversations cessèrent net. Quelqu'un toussa nerveusement. Alexandre fixa la pancarte, les mots dansant devant ses yeux. Son cœur battait si fort qu'il craignait que tous l'entendent. Ce n'est qu'une petite blague, ne le prends pas mal. Véronique éclata d'un rire cristallin qui résonna dans le silence pesant. Tu sais bien que nous aimons plaisanter dans cette famille. Mais Alexandre observait son père. Henri Dubois, 58 ans, directeur d'agence bancaire respecté, semblait aussi choqué que lui. Ses mains tremblaient légèrement autour de son verre de vin, et quelque chose dans son regard trahissait, de la surprise? De la peur? Papa, murmura Alexandre. Henri ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il baissa les yeux vers son assiette, vaincu. Alexandre saisit lentement son verre de champagne. Ses doigts ne tremblaient pas, étonnamment, une paix glaciale l'envahissait. Il se leva avec une dignité qu'il ne savait pas posséder. « Je propose un toast, » dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la pièce. Véronique cessa de rire. Les invités se figèrent. Un toast à cette soirée mémorable, car c'est la dernière fois que nous nous verrons. Il vida son verre d'un trait, le reposa délicatement sur la table, et se dirigea vers la sortie. Derrière lui, Véronique bégayait des excuses, Henri restait muet, et les invités chuchotaient entre eux. Alexandre récupéra son manteau dans l'entrée, glissa le paquet cadeau dans sa poche, ce père ne méritait pas sa montre, et sortit dans la nuit pluvieuse. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à la fenêtre du premier étage, une silhouette féminine l'observait partir. Une femme aux cheveux sombres qu'il n'avait jamais vue, qui tenait un téléphone portable dans sa main et murmurait. « Il est parti. Le test a fonctionné. Parfaitement. » Dans la salle à manger, le chaos commençait. Véronique criait après Henri, les invités se levaient mal à l'aise, et Henri fixait la porte par laquelle son fils venait de disparaître, réalisant peut-être trop tard qu'il venait de perdre la seule personne qu'il aimait vraiment. Mais Alexandre marchait déjà sous la pluie, ignorant que cette humiliation n'était que le premier acte d'un plan dont il ne soupçonnait pas l'existence. Un plan qui allait changer sa vie à jamais. 3 jours. 3 jours que Alexandre fixait le plafond de son studio délabré, survivant avec des pâtes froides et de l'eau du robinet. Les factures s'empilaient sur sa table, rouges comme des blessures ouvertes. Loyer en retard, électricité menacée de coupure, compte bancaire à moins 847 €. Il avait envoyé 43 candidatures cette semaine. 43 refus polis ou silence méprisant. Surqualifié, disait-il. Période difficile pour l'architecture, ajoutait-il. Mensonge. La vérité était plus cruelle, à 28 ans, Alexandre Dubois était devenu invisible. Le pont de Normandie se dressait devant lui ce matin-là, majestueux et mortel sous le ciel gris. 60 mètres de chute libre dans la Seine. Assez pour en finir avec cette mascarade qu'était devenue sa vie. Le vent fouettait ses cheveux tandis qu'il enjambait la rambarde, les mains agrippées au métal glacé. En bas, l'eau noire l'appelait. Fini les humiliations, fini les regards de pitié,
fini d'être l'échec de la famille. Un pas, et tout s'arrêterait. Ne faites pas ça. La voix féminine le fit sursauter. Il tourna la tête et découvrit une femme d'une trentaine d'années, cheveux sombres et yeux d'un vert perçant. Elle portait un manteau noir élégant et tenait un café fumant dans ses mains gantées. « Vous ne me connaissez pas » continua-t-elle en s'approchant lentement. « Mais moi, je vous connais, Alexandre. » Comment connaissait-elle son nom? Il resserra sa prise sur la rambarde, partagée entre curiosité et désespoir. « Descendez de là. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Quelque chose dans sa voix, une autorité mêlée de douceur, le poussa à obéir. Il enjamba la rambarde en sens inverse, jambes tremblantes. La femme lui tendit son café. « Je m'appelle Élise Moreau. Je suis détective privé, et votre demi-sœur. » Alexandre faillit lâcher le gobelet. Les mots résonnaient dans sa tête sans faire sens. « Henri Dubois n'est pas seulement votre père, Alexandre. Il est aussi le mien. » Élise sortit une photo de son sac, un cliché en noir et blanc montrant Henri, 20 ans plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Ma mère était sa secrétaire. Une liaison cachée qui a duré 2 ans. Le monde vacillait autour d'Alexandre. Cette femme mystérieuse à la fenêtre lors de l'anniversaire, c'était elle. La pancarte. C'était vous? Sa voix n'était qu'un murmure. Élise baissa les yeux, soudain vulnérable. Je pensais vous protéger. Henri voulait vous déshériter complètement pour favoriser Véronique et son fils caché. Oui, elle a un fils de 16 ans qu'elle cache dans un pensionnat suisse. J'ai pensé qu'en vous humiliant publiquement, vous partiriez avant qu'il ne puisse officialiser sa décision. Alexandre s'effondra sur un banc proche, la tête entre les mains. Vous m'avez brisé pour me sauver? Je me suis trompée. Horriblement trompée. Élise s'assit à côté de lui, gardant ses distances. J'ai passé des mois à vous observer, à étudier votre caractère. Vous êtes bon, Alexandre. Trop bon pour cette famille toxique. Mais ma méthode était cruelle. Le silence s'installa entre eux, brisé seulement par le bruit des voitures sur le pont. Alexandre observait cette femme qui prétendait être sa sœur. Quelque chose en elle lui rappelait effectivement Henri, la forme du nez, peut-être, ou la façon de pencher la tête. Pourquoi me révéler tout ça maintenant? Parce que Véronique a accéléré ses plans. Elle compte faire interner Henri pour démence sénile et prendre le contrôle total de ses biens. Elle a déjà pris contact avec des médecins complaisants. Élise lui tendit une enveloppe. Voici les preuves. Photos, documents, enregistrements. Alexandre ouvrit l'enveloppe. Les images le glacèrent, Véronique dans les bras d'un homme plus jeune, Henri signant des papiers d'un air absent, des relevés bancaires montrant des virements suspects. Votre père n'est pas parfait, Alexandre, mais il ne mérite pas ça. Et vous non plus. Élise se leva, ajustant son manteau. J'ai loué un appartement près d'ici. Remettez-vous, puis nous agirons ensemble. Elle lui laissa une carte de visite et s'éloigna, ses talons claquant sur le bitume. Alexandre la regarda partir, réalisant qu'en l'espace de 10 minutes, sa vie venait de basculer une deuxième fois. Il avait une sœur. Henri allait être détruit. Et lui, elle, échec de la famille, devenait peut-être le seul capable de sauver ce qui restait de leur monde fracturé. Mais quelque chose dans les yeux d'Élise lui disait que les révélations ne faisaient que commencer. L'appartement qu'Élise avait loué surplombait la Seine, ses grandes baies vitrées offrant une vue apaisante sur les quais. Alexandre y avait passé une semaine à se remettre, physiquement et mentalement. Chaque matin, Élise apportait des croissants chauds et du café, s'asseyant à ses côtés pour planifier leur stratégie contre Véronique. Mais quelque chose d'inattendu se produisait entre eux. C'était dans la façon dont elle écoutait ses récits d'enfance, ses rêves d'architecture brisés, ses années de solitude. Élise ne portait jamais de jugement, se contentant de hocher la tête avec une compréhension profonde qui réchauffait le cœur d'Alexandre. Ses yeux verts s'illuminaient quand il parlait de ses projets de rénovation urbaine, et elle posait des questions intelligentes qui révélaient une sensibilité artistique insoupçonnée. « Vous savez, murmura-t-elle un soir en regardant les lumières de Paris scintiller, j'ai toujours rêvé d'avoir un frère comme vous. » Le mot « frère » résonna étrangement entre eux. Alexandre observait son profil délicat dans la pénombre, troublé par l'émotion qui montait en lui.
Comment pouvait-il ressentir cela pour sa propre sœur? Cette attirance grandissante qui le tenaillait depuis des jours était-elle normale? Ou était-il encore plus perturbé qu'il ne le pensait? Élise dut percevoir son trouble car elle se tourna vers lui, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Dans ses yeux, Alexandre lut la même confusion, le même désir inavouable. « C'est mal, n'est-ce pas » chuchota-t-elle. « Complètement » répondit-il sans s'éloigner. Ils s'embrassèrent. Un baiser désespéré, chargé de culpabilité et de passion interdite. Élise se détacha la première, les joues en feu. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils passèrent la nuit à se tourner dans leurs lits respectifs, rongés par la honte et l'incompréhension. Le lendemain matin, Élise évitait son regard, préparant le café d'une main tremblante. « Il faut qu'on parle, » dit Alexandre en s'approchant d'elle. « On ne peut pas. Nous sommes frères et sœurs. » « Je sais. » Il lui prit doucement la main. « Mais je n'arrive pas à vous oublier. » Élise ferma les yeux, déchirée. « Moi non plus. » C'est alors qu'elle sortit une enveloppe de son sac, les mains tremblantes. « J'ai reçu ça hier soir. Les résultats des tests ADN que j'avais demandés pour confirmer notre lien familial. » Alexandre sentit son cœur s'arrêter. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle contenait une bombe. « Nous ne sommes pas frères et sœurs, Alexandre. » Le monde bascula. « Quoi ? Aucun lien génétique. Aucun. » Elle leva vers lui des yeux brillants de larmes. « J'ai menti. Surtout. » Alexandre recula, sonné. « Vous n'êtes pas la fille d'Henri ? » Non. Élise s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. « Je suis détective privé, ça c'est vrai. Mais j'ai été engagée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous cherche depuis 28 ans. » Qui ? La voix d'Alexandre n'était qu'un souffle. « Votre vraie mère. Margot Beaumont. » Élise sortit une photo de son sac, une femme élégante d'une 60aine d'années, aux yeux tristes mais déterminés. « Elle est milliardaire, Alexandre. Héritière d'un empire immobilier. Et elle se meurt d'un cancer du pancréas. » Alexandre s'assit lourdement, essayant de digérer ces révélations. « Pourquoi m'avoir menti sur Henri ? Elle voulait que je teste votre caractère avant de se révéler. Voir si vous étiez cupide, manipulateur, ou bon et honnête comme elle l'espérait. » Élise essuya ses larmes. L'histoire de la pancarte, de Véronique qui veut déshériter Henri, tout était un scénario pour observer vos réactions. Et l'humiliation ? La honte que j'ai ressentie ? C'était réel. Et c'était cruel de ma part. Je me suis attachée à vous en vous observant, Alexandre. Au point de... Elle hésita. Au point de tomber amoureuse. Le silence emplit l'appartement. Alexandre regardait cette femme qui avait bouleversé sa vie, partagée entre colère et tendresse. Elle l'avait manipulé, mais elle l'avait aussi sauvé. Elle avait menti, mais elle venait de lui révéler la vérité la plus importante de son existence. « Où est-elle » demanda-t-il finalement. « Dans une clinique privée, à Neuilly. Elle attend votre réponse depuis une semaine. » Élise se leva, ajustant ses cheveux d'un geste nerveux. « Elle a 3 mois à vivre, Alexandre. Peut-être moins. » Alexandre contempla la photo de Margot Beaumont. Cette inconnue qui était sa mère. Cette fortune qui l'attendait. Cette vie qui s'ouvrait soudain devant lui. Mais surtout, il regardait Élise, cette femme complexe qui avait menti par amour et révélé la vérité par culpabilité. « Venez avec moi, dit-il en lui tendant la main. Alexandre. Vous m'avez sauvé la vie. Littéralement. Le reste, on verra plus tard. » Élise prit sa main, et ils partirent ensemble vers Neuilly, vers une mer inconnue et vers un amour qui n'était plus interdit. La clinique privée de Neuilly ressemblait davantage à un palace qu'à un hôpital. Moquette épaisse, lustre en cristal, personnel en costume 3 pièces. Alexandre serrait la main d'Élise en suivant l'infirmière dans les couloirs feutrés, son cœur battant à tout rompre. Margot Beaumont l'attendait dans une suite au dernier étage, face au jardin. À travers la porte entr'ouverte, Alexandre aperçut d'abord une silhouette fragile dans un fauteuil roulant, puis un visage qui lui coupa le souffle, ses propres yeux, ses propres pommettes,
vieilli et creusé par la maladie. Mon fils, murmura-t-elle en le voyant. Ces 2 mots simples brisèrent quelque chose en Alexandre. Cette femme squelettique aux cheveux blancs clairsemés était sa mère. Celle qu'il avait portée, mise au monde, puis perdue. Élise lui pressa la main et resta en retrait, comprenant l'intimité du moment. Margot tendit ses bras décharnés vers lui. Alexandre s'agenouilla et se laissa étreindre, respirant l'odeur de médicaments et de parfums coûteux qui émanaient d'elle. Elle pleurait en silence, ses larmes mouillant les cheveux de son fils retrouvé. 28 ans, chuchota-t-elle. 28 ans que je te cherche. Ils parlèrent pendant des heures. Margot raconta son histoire d'une voix brisée mais déterminée. À 19 ans, riche héritière naïve, elle était tombée amoureuse d'Henri, son chauffeur personnel. Un homme charmant, séduisant, qui savait exactement quoi dire pour la faire chavirer. Il était différent à l'époque. Attentionné, protecteur. J'ai cru qu'il m'aimait vraiment. Margot fixait ses mains jointes, perdue dans des souvenirs douloureux. Quand je suis tombée enceinte, mes parents ont menacé de me déshériter si j'épousais un homme de sa condition. Henri semblait comprendre, patient. Mais la nuit de la naissance d'Alexandre, tout avait basculé. Henri avait profité de l'épuisement post-accouchement de Margot pour lui faire croire qu'elle avait signé des papiers d'adoption temporaire. En réalité, il lui avait fait signer une renonciation définitive à ses droits parentaux. Quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait, tu avais disparu. Henri, toi, tout s'était volatilisé. Les yeux de Margot brillaient de colère et de chagrin. Il m'a envoyé une seule lettre. Si j'essayais de vous retrouver, il prétendrait que je l'avais violé, que je l'avais menacé. À l'époque, qui aurait cru un chauffeur contre une riche héritière déséquilibrée? Alexandre sentait la rage monter en lui. Henri n'était pas seulement un père indifférent, c'était un kidnappeur, un maître chanteur. Pourquoi ne pas avoir tenté quand même? Margot baissa la tête, honteuse. J'ai essayé. Pendant 2 ans, j'ai engagé des détectives, remué ciel et terre. Puis? Elle hésita. Puis j'ai sombré. Alcool, drogue, dépression. J'ai gâché 20 ans de ma vie à me détruire plutôt qu'à te chercher. Elle lui montra des photos, Margot jeune et radieuse, puis la même femme hagarde, amaigrie, les yeux vides. Un parcours de destruction que la culpabilité avait alimenté. C'est il y a 5 ans que j'ai repris mes recherches. Sobre, déterminé. Quand j'ai découvert que tu portais toujours le nom du bois, que tu vivais à Paris. Sa voix se brisa. Puis j'ai appris pour mon cancer. 3 mois, peut-être 4. Pas le temps de faire les choses en douceur. Alexandre comprenait maintenant. L'urgence, le test orchestré, les manipulations d'Élise. Margot voulait s'assurer que son fils méritait son héritage avant de mourir. Et le verdict, demanda-t-il avec un sourire triste. Tu as passé le test haut la main. Dignité face à l'humiliation, générosité malgré la pauvreté, pardon malgré la trahison. Margot caressa son visage. Tu es l'homme que j'espérais que tu deviendrais. Elle sortit une enveloppe de sa table de chevet. 80 millions d'euros, Alexandre. Plus un empire immobilier évalué à 200 millions. Tout est à toi. Alexandre contempla les documents, abasourdi. De l'échec de la famille, il devenait l'un des hommes les plus riches de France. Il y a une condition, ajouta Margot d'une voix soudain dure. Henri doit payer pour ce qu'il a fait. Pas légalement, trop de temps a passé. Mais moralement. Je veux qu'il sache que son fils lui échappe définitivement. Alexandre pensa à Henri, seul avec Véronique, ignorant tout de cette révélation. L'homme qu'il avait élevé sans amour était aussi celui qu'il avait volé à sa vraie mère. La justice aurait un goût amer, mais nécessaire. Que attendez-vous de moi? Margot sourit, et pour la première fois, Alexandre reconnut sa propre détermination dans ses yeux fatigués. Que tu rentres chez lui. Une dernière fois. Et que tu lui annonces qui tu es vraiment devenu. Dehors, Élise attendait dans le couloir, nerveuse. Quand Alexandre sortit de la chambre, elle lut dans son regard que tout avait changé. Il n'était plus l'homme brisé qu'elle avait sauvé sur le pont. Il était Margot Beaumont SR. Et Henri Dubois allait la prendre de la façon la plus cruelle qui soit.
Alexandre roulait vers la villa familiale dans sa nouvelle Aston Martin, cadeau de Margot pour « faire impression ». À ses côtés, Élise gardait le silence, troublée par la transformation de l'homme qu'elle aimait. En 48 heures, il était passé de désespéré à millionnaire vengeur. Cette métamorphose l'inquiétait autant qu'elle la fascinait. L'allée de gravier crissa sous les pneus. La propriété d'Henri paraissait soudain minable comparée au luxe que découvrait Alexandre. Véronique apparut à la fenêtre, puis disparut précipitamment. Quelque chose clochait. La porte s'ouvrit avant qu'Alexandre n'ait frappé. Véronique se tenait là, visiblement paniquée, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. « Alexandre. Dieu merci, tu es là. » Sa voix tremblait. « Il faut que tu m'aides. » « C'est Henri, il a disparu. » Alexandre échangea un regard avec Élise. Cette détresse semblait authentique. « Disparu comment ? » « Ce matin, quand je me suis levée, son lit était vide. Sa voiture aussi. Il ne répond pas au téléphone. » Véronique s'effondra dans un fauteuil. « J'ai peur qu'il ait fait une bêtise. Depuis ton départ, il déprime, il boit, il marmonne des choses étranges. » Élise s'approcha d'Alexandre, inquiète. « Et si quelqu'un avait découvert nos recherches ? Si on avait prévenu Henri ? » La sonnerie stridente du téléphone les fit sursauter. Véronique décrocha d'une main tremblante. « Allô ? Henri, c'est toi ? » Son visage se décomposa. « Qui êtes-vous ? » Elle tendit le combiné à Alexandre. Une voix masculine inconnue résonna. « Monsieur Dubois Junior, je présume ? Votre père se trouve en ma compagnie. Si vous voulez le revoir vivant, vous allez m'écouter très attentivement. » Le sang d'Alexandre se glaça. « Où est-il ? » ?»« En sécurité. »« Pour l'instant. Mais sa santé dépend entièrement de vos prochaines décisions. » L'homme marqua une pause. « Je sais qui vous êtes vraiment, Alexandre. Je sais pour Margot Beaumont, pour l'héritage, pour tout. Comment était-ce possible ? Seules 4 personnes connaissaient la vérité, Margot, Élise, lui-même et le notaire. Que voulez-vous ? Que vous renonciez officiellement à votre héritage. Vous avez 24 heures pour signer les papiers de renonciation. Sinon, Henri Dubois mourra dans d'atroces souffrances. » La communication se coupa. Alexandre fixa le téléphone, abasourdi. Élise était livide. « Qui pouvait savoir ?» murmura-t-elle. Véronique, qui avait écouté la conversation, eut une réaction étrange. Au lieu de s'effondrer ou de paniquer davantage, elle se redressa lentement, un sourire froid naissant sur ses lèvres. « Personne ne pouvait savoir, dit-elle d'une voix soudain assurée. Pas par moi. » Alexandre et Élise se figèrent. Véronique riait maintenant, un rire cristallin et glacial. « Vous pensiez vraiment que j'étais stupide ? Que je n'avais rien remarqué ? » Elle se dirigea vers le bar, se servit un whisky avec des gestes mesurés. « Tes allées et venues mystérieuses, Élise. Tes questions sur Henri quand tu croyais que je dormais. Cette voiture de luxe aujourd'hui. » Elle but une gorgée, savourant visiblement la situation. « Je vous ai fait suivre, évidemment. Dès le premier jour. Photos de vous deux à la clinique, enregistrement de vos conversations, copie de tous les documents. » Véronique sortit une tablette de son sac. Margot Beaumont mourante, 80 millions d'euros, empire immobilier. Fascinant. Alexandre serrait les poings. « Vous avez enlevé Henri ? Mon associé l'a récupéré ce matin. Henri croit qu'il va voir un médecin pour ses troubles de mémoire récents. » Son sourire s'élargit. « Ce qu'il ignore, c'est que ces troubles sont dus aux somnifères que je glisse dans son café depuis des semaines. » Élise recula, horrifiée. « Vous l'empoisonnez ? Je le conditionne. Pour le rendre docile quand j'aurai pris le contrôle de ses biens. » Véronique consulta sa montre. « Mais votre petit héritage change la donne. Pourquoi me contenter de quelques centaines de milliers d'euros quand je peux avoir des millions ? » Alexandre réalisa l'ampleur de la manipulation. Véronique n'était pas la femme superficielle qu'elle prétendait être. C'était une prédatrice calculatrice qui orchestrait tout depuis des mois. « Qui êtes-vous vraiment ? » « Patricia Voss. »
spécialisée dans l'escroquerie sentimentale haut de gamme. Elle sortit une fausse carte d'identité de son portefeuille. Véronique Dubois n'existe pas. Ni son prétendu fils au pensionnat suisse. Tout était faux pour Amadou et Henri. La révélation frappa Alexandre comme une gifle. Même le mensonge d'Élise sur Véronique au chapitre précédent était basé sur les mensonges de Véronique elle-même. Couche de manipulation sur couche de tromperie. 24 heures, Alexandre. Véronique Patricia ramassa ses affaires. Renoncer à l'héritage, ou Henri meurt. Et ne pensez même pas à alerter la police. Mon associé a des instructions très claires. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Au fait, Élise? Ses yeux brillaient de malice. Tu crois qu'Alexandre t'aime vraiment? Ou est-ce juste parce que tu as été son sauveur au bon moment? Elle sortit, laissant derrière elle un silence de plomb. Alexandre regardait Élise, voyant dans ses yeux le doute que venait d'y semer Patricia. L'amour fragile qu'il construisait vacillait sous le poids des manipulations et des révélations. Dehors, une voiture démarrait. Patricia emportait avec elle non seulement Henri, mais aussi la certitude qu'Alexandre et Élise avaient de leurs sentiments. La guerre venait de commencer. Et elle serait sans merci. 18 heures restaient avant l'ultimatum de Patricia. Alexandre et Élise avaient passé la nuit dans un hôtel discret, tentant désespérément de localiser Henri. Tous leurs efforts s'étaient soldés par des échecs. Patricia avait soigneusement effacé ses traces. « Il faut que j'aille voir Margot », déclara Alexandre au petit matin. « Elle a des contacts, des moyens. Peut-être qu'elle peut nous aider. » Élise acquiesça, mais quelque chose dans son regard inquiétait Alexandre. Depuis la remarque venimeuse de Patricia, un mur invisible s'était dressé entre eux. Les mots « Tu crois qu'Alexandre t'aime vraiment ?» résonnaient en boucle dans l'esprit d'Élise. À la clinique, ils trouvèrent Margot dans un état alarmant. Son teint était plus livide, sa respiration plus laborieuse. La nuit avait visiblement été difficile. « Alexandre. » Elle lui tendit une main tremblante. « J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû t'avouer hier. » Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. Après toutes les révélations des derniers jours, il redoutait d'en apprendre davantage. « Tu n'es pas mon fils biologique. » Les mots tombèrent comme une sentence. Élise étouffa un cri. Alexandre recula, sonné. « Quoi ?» Margot ferma les yeux, rassemblant ses forces. « J'étais stérile, Alexandre. Incapable d'avoir des enfants. Quand j'ai rencontré Henri, j'étais déjà rongée par cette frustration, cette sensation d'être incomplète. » Elle sortit une enveloppe jaunie de son tiroir, ses mains tremblant violemment. Henri le savait. Il a profité de ma détresse pour me proposer une solution, alternative. Sa voix se brisa. Il connaissait une jeune femme enceinte, désespérée, prête à vendre son enfant contre une somme importante. Alexandre s'effondra dans un fauteuil. Le sol se dérobait sous ses pieds. Cette femme s'appelait Camille Moreau. Elle avait 17 ans, enceinte de jumeaux, chassée par sa famille conservatrice. Margot ouvrit l'enveloppe avec précaution. Elle a vendu ses 2 enfants pour survivre. Un garçon et une fille. Élise blêmit. Moreau, comme mon nom de famille? Tu es sa fille, Élise. La sœur jumelle d'Alexandre. L'univers bascula. Alexandre et Élise se regardèrent, horrifiés. Leur amour, leur passion, leur baiser, tout prenait une dimension monstrueuse. Nous sommes, balbutia Élise. Frères et sœurs. Jumeaux. Margot pleurait maintenant. Camille a vendu Alexandre à Henri et moi. Toi, Élise, tu as été adoptée par une famille proche qui a pris le nom Moreau pour masquer l'origine de la transaction. Alexandre se leva brusquement, nauséeux. Pourquoi? Pourquoi m'avoir menti? Parce que j'avais honte, explosa Margot. Honte d'avoir acheté un enfant comme on achète un objet. Alors j'ai inventé cette histoire de viol, de chantage, pour me faire passer pour une victime plutôt que pour une acheteuse d'êtres humains. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une logique terrifiante. Henri n'avait jamais été un violeur ou un maître chanteur. Il avait été le facilitateur d'une transaction ignoble, certes,
Mais Margot était la vraie coupable. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai sombré dans l'alcool et la drogue, continua Margot. Pas à cause de la perte d'un enfant, mais à cause de la culpabilité d'en avoir acheté un. Henri me rappelait constamment ce que j'avais fait. Alors j'ai préféré le fuir plutôt que d'affronter la vérité. Élise se dirigea vers la fenêtre, le dos raide. Alexandre voyait ses épaules trembler de dégoût et de douleur. « Où est Camille maintenant ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Vivante. À Rouen. Elle travaille comme aide-soignante, seule, sans famille. Elle n'a jamais cessé de regretter sa décision. » Margot sortit une adresse griffonnée. « Je l'ai retrouvée il y a 6 mois. Elle pleure encore ses enfants perdus. » Alexandre contemplait cette adresse, l'écriture de leur vraie mère. Camille Moreau. Une adolescente qui avait dû vendre ses jumeaux pour survivre et qui vivait depuis 30 ans avec ce fardeau. « L'héritage ?» murmura-t-il. « Il est toujours à toi. C'est le moins que je puisse faire pour racheter ma faute. » Margot toussait maintenant, des traces de sang sur ses lèvres. « Mais je voulais que tu saches la vérité avant ma mort. Sur moi, sur Henri, sur ta vraie famille. » Élise se retourna, les yeux rouges. « Nous nous sommes embrassés, Alexandre. Nous sommes tombés amoureux. Comment allons-nous vivre avec ça ?» Le silence emplit la chambre. Alexandre regardait alternativement Margot mourante et Élise brisée, réalisant que l'amour de sa vie était sa sœur jumelle. L'ironie était cruelle, en retrouvant sa famille, il perdait l'amour. Son téléphone vibra. Un message de Patricia, 16 heures restantes. Henri commence à délirer à cause du manque de somnifères. Dépêchez-vous. Alexandre se leva, une détermination nouvelle dans le regard. Margot, j'ai besoin de votre aide. Henri est en danger. Patricia le retient prisonnier pour m'obliger à renoncer à l'héritage. Margot eut un sourire faible mais résolu. Alors sauvons-le. C'est peut-être notre chance de racheter nos fautes passées. Elle décrocha le téléphone de sa table de chevet. Maître Rousseau ? C'est Margot. J'ai besoin que vous contactiez immédiatement mes amis spécialisés dans la récupération d'actifs. Alexandre comprit. Margot allait mobiliser des mercenaires pour sauver Henri. L'ironie était parfaite, la femme qui avait acheté Alexandre enfant allait maintenant payer pour sauver l'homme qui l'avait vendu. Élise s'approcha d'Alexandre, gardant ses distances. Quoi qu'il arrive entre nous, nous sauverons Henri ensemble. Il hocha la tête, le cœur brisé. Leur amour était impossible, mais leur complicité fraternelle venait peut-être de naître dans la douleur. La bataille finale commençait. Et cette fois, ils avaient des armes. L'entrepôt désaffecté de Gennevilliers baignait dans la brume matinale. 4 heures avant l'ultimatum de Patricia, Alexandre et Élise observaient le bâtiment depuis leur voiture, accompagnés de Marcus, l'homme de main de Margot. Un ancien militaire aux yeux froids qui parlait peu mais portait une arme sous sa veste. 2 sorties, 3 étages, probablement des complices à l'intérieur, murmurait Marcus en étudiant les plans. Intervention classique ou vous préférez la négociation ? Alexandre serrait les dents. Chaque minute comptait, mais il refusait de mettre Henri en danger par précipitation. On négocie d'abord. Son téléphone sonna. Patricia, ponctuelle. Vous êtes en avance, Alexandre. J'aime ça. Sa voix résonnait avec un écho métallique. Vous avez les papiers de renonciation ? Je veux d'abord voir Henri. Descendez du véhicule. Seul. Vos amis restent dehors. Alexandre échangea un regard avec Élise. Dans ses yeux verts, il lisait la même résolution douloureuse. Ils s'aimaient d'un amour impossible, mais ils se battaient ensemble pour sauver l'homme qui les avait séparés de leur vraie famille. L'intérieur de l'entrepôt sentait l'humidité et la rouille. Patricia l'attendait au centre, élégante malgré le décor sordide. À ses pieds, Henri gisait attaché sur une chaise, conscient mais hagard. 2 hommes armés flanquaient la scène. « Papa ?» Alexandre s'approcha lentement. Henri leva la tête avec difficulté. Ses yeux, habituellement fuyants, brillaient d'une lucidité surprenante. « Alexandre, je sais pourquoi tu es là. Les somnifères ont cessé de faire effet, expliqua Patricia avec dépit. Il se souvient de tout maintenant.
Très gênant. Henri toussait, mais sa voix portait une détermination nouvelle. Elle m'a tout raconté pour te faire souffrir. Margot, toi, Élise, je sais tout. Alexandre s'agenouilla devant Henri, troublé par l'émotion qui perçait dans sa voix. J'ai été un lâche, mon fils. Un lâche et un égoïste. Henri pleurait maintenant, sans retenue. Quand Margot m'a proposé cette transaction, j'ai pensé à l'argent. Seulement à l'argent. Je n'ai jamais pensé à toi, à ta sœur, à votre vraie mère. Patricia s'impatientait. Touchante retrouvaille, mais nous avons un contrat à finaliser. Attendez. Une voix féminine résonna depuis l'entrée. Tous se retournèrent. Une femme d'une 50aine d'années avançait vers eux, le visage marqué mais digne. Alexandre reconnut immédiatement ses propres traits, vieillis et adoucis par les années. « Maman » murmura Élise, qui avait suivi malgré les consignes. Camille Moreau s'arrêta à quelques mètres, contemplant ses enfants retrouvés. « Margot m'a appelé cette nuit. Elle m'a tout expliqué. » Patricia levait son arme, nerveuse. « Qui est cette femme ?»« Notre vraie mère » répondit Alexandre d'une voix blanche. Camille s'avança, ignorant le danger. « J'ai 17 ans quand je vous ai vendu. 17 ans, enceinte, abandonnée par ma famille, terrorisée par la rue. » Elle regardait Alexandre et Élise tour à tour. « Chaque jour depuis 30 ans, je regrette cette décision. Chaque jour, je pense à mes bébés perdus. » Henri sanglotait maintenant. « Pardonnez-moi, Camille. J'ai profité de votre détresse. Et moi de votre naïveté, Henri. » Camille lui posa une main sur l'épaule. « Nous étions tous perdus à l'époque. » Patricia explosait. « C'est très émouvant, mais j'ai un business à terminer. Alexandre, vous signez ou Henri meurt. » C'est alors qu'Alexandre comprit. Il se tourna vers Patricia, un sourire étrange aux lèvres. « Vous avez fait une erreur fondamentale. » « Laquelle ? » ?»« Vous m'avez menacé de tuer Henri pour récupérer l'héritage de Margot. » Alexandre sortait lentement les papiers de sa poche. « Mais Henri n'est pas mon père. » Patricia fronçait les sourcils, déstabilisée. « Je n'ai aucun lien légal avec cet homme. Sa mort ne m'affecterait en rien financièrement. » Alexandre déchirait les papiers sous ses yeux. « Votre chantage ne fonctionne que si je tiens à lui. Vous mentez ? Non. Mais voici ce que je vous propose. » Alexandre avançait vers elle. « Libérez Henri, et je vous donne 1 million d'euros en liquide. Ici, maintenant. » Patricia hésitait, calculant. 1 million immédiat contre un héritage hypothétique. 2 millions, négocia-t-elle. Accordé. Alexandre sortit son téléphone, appela Marcus. Virement immédiat de 2 millions sur le compte que je vais vous donner. Les complices de Patricia baissaient leurs armes, séduits par la perspective d'un gain facile et sans risque. Mais Alexandre n'avait pas fini. Une dernière chose, Patricia. Il se tourna vers Henri, Camille, et Élise. Je vous pardonne. Tous. Henri, vous m'avez élevé sans amour, mais vous m'avez élevé. Camille, vous m'avez vendu, mais par désespoir, pas par méchanceté. Margot vous a acheté, mais elle souffre de cette culpabilité depuis 30 ans. Sa voix portait dans tout l'entrepôt. Le pardon ne change pas le passé. Mais il libère l'avenir. Patricia empochait l'argent, dépitée d'avoir perdu gros pour gagner petit. Ces hommes détachaient Henri, pressé de partir. « Vous êtes fou de renoncer à votre vengeance, » cracha-t-elle en s'éloignant. « Je ne renonce à rien. Je choisis. » Alexandre l'interpellait une dernière fois. « Au fait, Patricia, les mercenaires de Margot ont enregistré toute notre conversation. Kidnapping, extorsion, empoisonnement, vous en avez pour 20 ans. » Le piège se refermait. Marcus et ses hommes encerclaient Patricia et sa bande, armes au poing. L'escroc réalisait trop tard qu'elle avait été manipulée. Alexandre aidait Henri à se relever tandis qu'Élise se jetait dans les bras de Camille. Les retrouvailles étaient douces amères, chargées de 30 années de regrets. « Que allons-nous devenir ?» demanda Élise à Alexandre. Il la regardait, cette femme qu'il avait aimée passionnément et qu'il chérissait maintenant d'un amour fraternel pur.
une famille. Une vraie famille, enfin. Dehors, la police embarquait Patricia. À l'hôpital, Margot s'éteignait paisiblement, soulagée d'avoir payé ses dettes. Et dans l'entrepôt, 4 personnes brisées par le passé commençaient à construire un futur basé sur le pardon et l'amour véritable. La guerre était finie. La paix pouvait commencer. 1 an plus tard, Jardin du Luxembourg, Paris. Alexandre contemplait les enfants qui couraient autour du bassin, leur rire cristallin se mêlant au murmure de l'eau. À ses côtés, Sophia ajustait sa robe de mariée ivoire, ses yeux noisettes pétillants de bonheur. Dans quelques heures, ils échangeraient leurs vœux dans une cérémonie intime au pavillon de la Fondation Beaumont-Moreau. « Vous êtes sûr de ne pas regretter un mariage fastueux ?» demanda Sophia en caressant sa joue. Alexandre sourit. Cette femme de 35 ans, ancienne architecte reconvertie dans l'aide humanitaire, l'avait conquis par sa simplicité et sa générosité. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt quand Sophia dirigeait un projet de logements sociaux financé par sa fondation. L'amour était né naturellement, sans drame ni révélation choquante. Un amour sain, apaisé. Le faste, j'ai donné, répondit-il en l'embrassant tendrement. Près du carrousel, Élise surveillait Marc qui photographiait leur fils de 3 mois, petit David aux yeux verts de sa mère. Marc Dubois, oui, il avait pris le nom de famille d'Élise par choix, était le médecin qui avait soigné Alexandre après sa tentative de suicide. Leur histoire avait commencé dans la douceur, construite sur la complicité et le respect mutuel. Élise s'approcha d'Alexandre, David dans les bras. « Regarde comme il te ressemble. » C'était troublant et magnifique. David avait les mêmes yeux, le même sourire qu'Alexandre enfant. Les gènes moraux se transmettaient fidèlement. « Tante Élise a raison, » murmura Sophia en chatouillant le bébé. « Oncle Alexandre et toi, vous êtes identiques. » Le terme « oncle » et « tante » sonnait parfaitement naturel maintenant. Alexandre et Élise avaient transformé leur amour impossible en complicité fraternelle sublime. Ils s'appelaient plusieurs fois par semaine, partageaient leur joie et leur peine, se soutenaient sans arrière-pensée. L'amour transcendé dont parlaient les poètes existait vraiment. Henri apparut au bout de l'allée, marchant lentement mais dignement. Les mois de thérapie l'avaient transformé. Fini l'homme fuyant et lâche, Henri assumait désormais ses erreurs et tentait de les réparer. Il travaillait bénévolement pour la Fondation, supervisant les projets de réinsertion des jeunes en difficulté. « Les invités arrivent » annonça-t-il. « Camille vous attend au pavillon. » Camille Moreau rayonnait. À 53 ans, elle avait retrouvé une seconde jeunesse en retrouvant ses enfants. Alexandre lui avait offert un appartement près du sien, mais elle avait préféré garder son petit logement de Rouen, venant à Paris chaque week-end. « Mes racines sont là-bas, disait-elle. Mais mon cœur est avec vous. » Le cortège se dirigea vers le pavillon de la Fondation. Alexandre avait transformé l'héritage de Margot en œuvre sociale, bourse d'études pour architectes défavorisés, construction de logements sociaux innovants, aide aux familles séparées. L'échec de la famille était devenu le symbole de la résilience et du pardon. Dans la petite salle décorée de roses blanches, 30 invités attendaient. Des amis de Sophia, des collègues d'Alexandre, quelques bénéficiaires de la fondation. Une assemblée simple et chaleureuse qui contrastait avec les réceptions glaciales de son ancienne vie. Le maire du 6e arrondissement, ami de longue date de Sophia, officiait la cérémonie. Alexandre glissa l'alliance au doigt de sa bien-aimée en prononçant des vœux qu'il avait écrits la veille. « Sophia, tu m'as appris qu'après les tempêtes viennent les éclaircies. Avec toi, je construis non seulement des bâtiments, mais une vie. Je promets de t'aimer dans la simplicité comme dans l'épreuve. » Sophia répondit, les larmes aux yeux, « Alexandre, tu m'as montré qu'un homme peut grandir de ses blessures. Ensemble, nous bâtirons des fondations solides pour notre amour. » Élise pleurait doucement, Marc lui tenant la main. Henri applaudissait, fier du chemin parcouru par son fils adoptif. Camille souriait, paisible de voir ses enfants épanouis. Après la cérémonie, la réception se déroula dans les jardins. Alexandre et Sophia ouvrirent le bal sur « La vie en rose », choix de la mariée qui adorait Édith Piaf. Élise et Marc les rejoignirent, puis Henri avec Camille, formant un étrange mais beau tableau familial. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Alexandre à Sophia en dansant. « Dis-moi. » Il y a 18 mois,
j'étais l'échec de la famille. Aujourd'hui, j'ai 3 familles, la tienne que j'épouse, la mienne que j'ai retrouvée, et celle que nous allons créer ensemble. Sophia posa sa tête sur son épaule. Et Patricia? Condamnée à 15 ans. Elle purge sa peine à Fleury-Mérogis. Alexandre sourit. Justice est rendue. Le soleil déclinait doucement sur Paris quand les invités commencèrent à partir. Alexandre et Sophia s'apprêtaient à s'envoler pour leur lune de miel en Toscane, modeste mais romantique voyage choisi ensemble. Élise s'approcha pour les adieux. Soyez heureux, frangin. Toi aussi, sœurette. Ils s'embrassèrent sur les joues, geste naturel et pur. L'amour impossible était devenu amour éternel, mais d'une autre nature. Henri serra la main d'Alexandre. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir élevé malgré tout. Camille les embrassa tous les deux. Mes bébés sont devenus des adultes magnifiques. Dans la voiture qui les menait à l'aéroport, Sophia observait son mari. Des regrets? Alexandre contemplait Paris qui défilait par la fenêtre. La ville où il avait failli mourir, où il avait découvert l'amour et la trahison, où il avait appris le pardon et construit sa renaissance. Aucun, répondit-il sincèrement. Chaque épreuve m'a mené vers toi. Il sortit de sa poche la pancarte froissée qu'il gardait comme talisman, l'échec de la famille. Ces mots cruels étaient devenus prophétiques, mais pas comme Véronique l'avait imaginé. Alexandre avait effectivement échoué à rester dans cette famille toxique. Et c'était la plus belle réussite de sa vie. Sophia prit sa main. À nous, maintenant. À nous, répéta Alexandre en regardant vers l'avenir. L'avion décolla vers l'Italie, emportant 2 cœurs unis vers de nouveaux horizons. Derrière eux, Paris scintillait dans la nuit. Quelque part dans la ville, Élise berçait David en lui racontant l'histoire d'un oncle qui avait transformé sa douleur en force. Henri et Camille rangeaient les photos du mariage, construisant ensemble les souvenirs qu'ils n'avaient jamais pu partager. L'histoire commencée par une humiliation se terminait par une célébration. L'échec était devenu triomphe. La famille perdue était devenue famille choisie. Et l'amour, sous toutes ses formes, avait vaincu.